Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. J'espère que tout se passe bien pour vous, vous allez bien, que vous passez un bon week-end, que vous serez bien reposé en tout cas, après avoir passé ce Noël pour ceux qui fêtent Noël. Les autres, c'est pas grave, il y aura d'autres fêtes par la suite. Les fêtes, c'est toujours bien, hein. On profite de revoir ses amis, sa famille, etc. Donc, c'est toujours très très bien. Et là, nous sommes donc on va faire le bilan tout au moins d'une semaine de 7 jours à peu près, en débordant un peu parce que les activités ne commencent pas le matin à 8 heures et se terminent à 20 heures le soir. C'est pas comme ça, hein, c'est en continu un petit peu. Et nous, on se fait un petit plan comme ça pour pouvoir revenir à longueur de temps sur les semaines et on a toujours besoin de points de repère, hein. Je me suis rendu compte de ça depuis longtemps. On a toujours besoin de revenir un peu en arrière, on se dit tiens, il se passait quoi à cette époque. C'est un petit peu pour ça, hein, ça rentre dans les archives après et puis c'est surtout ça la vue de ça. Et pour survoler aussi, hein, si vous travaillez dur toute la semaine, vous n'avez pas le temps de voir un petit peu les infos, ça peut servir aussi à ça, survoler les titres et d'être quand même un petit peu au courant de ce qui se passe dans notre écosystème. Et on va commencer par notre ami SBF, et évidemment Sam Bankman-Fried, la faillite de FTX, hein, ça je crois que tout le monde connaît, on en parle dans tous les journaux, j'en ai pris un au hasard, mais tout le monde en parle. Donc il a été libéré contre une caution de 250 millions. Bon, il n'a pas sorti 250 millions de sa poche comme ça, surtout qu'apparemment depuis pas mal de temps il nous disait que le pauvre malheureux il avait plus que 100 millions, il n'avait pas 250 millions, etc. Enfin bon, passons. Et voilà, mais ces cautions, il donne une partie de la caution, une toute petite partie, je crois que c'est 10% si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas une petite partie de la caution, et euh, on va dire que ce serait à venir s'il y avait un problème quelconque, s'il ne répondait pas au rendez-vous, si d'un seul coup, puisqu'il va être en une certaine liberté, hein, une liberté quand même qui est surveillée, et si évidemment il se met à fuir ou quoi que ce soit, eh bien il y a des gens qui vont être caution pour ceci, pour les 250 millions, et ce serait eux dans ces cas-là qui paieraient. Il y aura toujours quelqu'un qui paiera et on prend des grosses sommes comme ça, hein, des grosses sommes comme ça, vous aurez compris qu'on prend ça quand il y a des affaires très très importantes d'argent pour pouvoir essayer de récupérer une partie, hein, mais bon. C'est pas si simple que ça, tout ça. En tout cas, le pauvre chéri, il va être dans l'angoisse, hein, ça va durer un bout de temps, donc on en parlera à longueur de temps, hein, évidemment, et on a hâte de voir un petit peu la fin d'un procès, c'est surtout ça, hein, l'histoire, hein. On verra. Allez, CZ tire au clair les inquiétudes des gens à propos de Binance. Binance, on en parle aussi beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a eu tellement peur de tout, de notre écosystème, on a tellement peur que tout ça, ça explose d'un seul coup. Parce que l'année 2022, elle est hyper dure, elle est hyper dure. Le ST, Celsius, on n'a que des soucis avec des entreprises qui nous explosent à la figure, qui font perdre beaucoup d'argent dans l'écosystème et automatiquement à des professionnels mais à des particuliers, évidemment que c'est difficile. Et on a du FOD, on a beaucoup de choses qui sont racontées. On a voulu que crypto.com tombe, on a voulu qu'un tel tombe. Enfin bon, tout le monde voit tomber tout le monde. Et là, on voit bien tomber Binance, évidemment. Ce serait dans la continuité de tout ça, puisque le champion du monde, c'est Binance. Donc il y en a beaucoup qui aimeraient mettre le champion du monde à terre. C'est normal, c'est la position d'un champion du monde, mes amis. Hein, c'est de le descendre et de prendre sa place. C'est comme ça. FTX, SBF aurait bien aimé le faire. Hein, mais avec sa société FTX, mais malheureusement, c'est lui qui a chuté, et chuté rudement. Alors on voit tout ça, donc évidemment que Binance, il se défend, hein, je vais vous mettre tous ces articles, tous ces liens, vous pourrez les lire, hein, il se défend en disant que non. Et puis il a entièrement raison pour l'instant, hein, pour l'instant on ne peut pas dire qu'il a tort, puisque même s'il n'arrive pas à nous donner les preuves concrètement que la société va très très bien pour une bonne raison, c'est qu'on n'a pas la comptabilité réelle de toutes ces entreprises. Il n'y a qu'une comptabilité réelle où vous pouvez voir qu'une entreprise va bien ou pas bien, pas simplement avec les paroles, les mots, tout ça, parce que là on peut endormir tout le monde. Mais une chose qui est certaine, il connaît le FOD, il connaît donc les mauvaises langues qui parlent sur lui, qui essaient de le démolir. On a fait peur à beaucoup de gens pour que les gens retirent l'argent, et Binance il est toujours là, mes amis, hein. Donc ça c'est la meilleure des preuves au monde pour l'instant, hein, je dis bien, hein, attention, hein, parce qu'on a tellement peur, même moi, vous voyez, on a tellement peur maintenant de parler, de dire tiens, ça c'est bien, eh bien, je pense que cette période justement très difficile, elle va nous servir à tous. Elle va nous servir à tous, mes amis, d'être très prudents, même quand on annonce des projets à des gens, hein, pour gagner un peu d'argent ou quoi que ce soit. Beaucoup de gens le font. Il va falloir être très prudent, puisqu'on ne sait pas vraiment la société, si elle est solide, pas solide. Il faut creuser tout ça, hein, avant de prendre des risques, hein. Il faut faire vraiment
faire très attention parce que l'argent qui est perdu, souvent, c'est des gens qui ne pourront pas s'en remettre. Donc, c'est difficile, il faut faire attention. Allez, le mineur de Bitcoin Core Scientifique dépose le bilan du chapitre 11 alors que la valeur de l'action diminue de 98%. Bon, bah, c'est bien, au moins, il y a une chose. C'est qu'on aura tous appris ce que c'est que le chapitre 11. Pour ceux qui n'avaient jamais eu d'entreprise dans leur vie ou des difficultés dans leur vie, on ne peut pas savoir ce que c'est que ce genre de choses. Eh bien, maintenant, au moins, on a appris quelque chose. C'est déjà pas mal. Vous voyez, je vous dis que dans les mauvaises périodes, on apprend toujours des choses, mes amis. Eh bien, effectivement, là, ça permet à l'entreprise de ne pas faire une faillite totale, c'est-à-dire de continuer à travailler, mais on les aide un petit peu à se remettre dans le système, à voir comment on peut payer tout le monde, enfin, plein de choses comme ça, si vous voulez. Hein. On aide les entreprises à ne pas s'écrouler entièrement. Mais corps scientifique, corps scientifique, eux, ils ont un petit problème quand même. Hein. Alors on en parle beaucoup, surtout partout, on en parle partout, hein, évidemment. Le mineur de BTC obtient un sursis de 37,4 millions de dollars, comme je vous ai dit. On va l'aider, tout ça. Je vous mets tout ça en lien hein, par la suite. Ça, c'est allez lire, c'est un article de Magali, c'est toujours bien dans le journal du coin. Donc, lisez tout ça. Mais moi, ce que je voulais dire sur tout ça, c'est que j'ai une chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Beaucoup de mal à comprendre. Parce que les gens qui ont des entreprises comme ça, qui montent des entreprises comme ça, normalement, bon, c'est des entreprises qui ont explosé, qui ont bien avancé. Alors, tout le monde a bien avancé dans une période de bull run. Et une période de bull run, on a bien compris qu'on n'a pas besoin d'être champion du monde pour gagner de l'argent, puisque ça se fait tout seul. Vous vous asseyez, vous posez de l'argent et vous gagnez de l'argent. C'est vachement facile. Et il y en a beaucoup qui ont pris plein d'argent, qui font les kékés après parce qu'ils se disent oui, moi j'ai réussi à prendre plein d'argent. Et il y en a beaucoup, malheureusement, qui ont pris plein d'argent, mais qui ont pris éphémèrement pendant un petit temps. Ça a été simplement un feu de paille, puisqu'après c'est retombé. Mais ce que je ne comprends pas, justement, des grosses sociétés comme ça, avec des gens qui sont à leur tête, qui sont loin d'être stupides, je ne comprends pas qu'ils ne vendent pas à un moment donné. À un moment donné, parce que les marchés, quand on parle d'argent, on doit étudier un peu les marchés, et il y a quand même un moment donné où le marché traditionnel s'est effondré. À partir du moment où on suit le marché traditionnel, on le sait depuis longtemps, c'est pas une nouveauté, quoi, c'est pas il y a 2 secondes. Eh bien, on voyait qu'il y avait des grosses difficultés. Moi, je dis on assure en vendant, quoi. On assure en vendant, voilà, enfin je sais pas, ça me paraît, je sais pas, léger pour des entreprises qui n'ont pas vendu à un moment donné, où vous avez beaucoup de bitcoin à un moment donné, et cette entreprise en fait partie, et elle a vécu les périodes où c'était encore cher, ça tombait, et bien sans jamais assurer, tellement sûr que le truc allait remonter dans les étoiles. Et malheureusement, et ce que je dis là, j'insiste un peu, c'est pas pour condamner la corps scientifique, évidemment, je les plains même, mais c'est pour un peu tout le monde, qu'on comprenne tous que quand vous êtes dans des systèmes financiers, des systèmes de bourse, hein, on reste dans les systèmes de bourse, des systèmes avec des actifs risqués, quand vous rentrez là-dedans, normalement, c'est pour prendre du profit. C'est pas pour attendre 15 000 ans. Le long terme, justement, on en discutera sur d'autres vidéos, mais le long terme, c'est quelque chose, mais il faut bien l'étudier, le long terme, mes amis, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens à long terme qui perdent des sous, il n'y a pas que des gens qui gagnent des sous à long terme. Hein. Alors, il y a long terme, évidemment, et il y a surtout le fait que vous avez l'argent, que vous pouvez le garder, vous n'en avez pas besoin du tout. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais besoin de vendre, parce que si c'est de l'argent dont un jour vous aurez besoin de vendre pour faire quelque chose, acheter une maison, un avion, une planète, ou simplement, je ne sais pas, s'acheter un vélo, eh bien, ce sera délicat pour vous parce que vous ne vendrez peut-être pas au bon moment. C'est ça le problème. Donc c'est pour ça que moi, je suis plutôt partisan à longueur de temps de dire prenez des profits. Quand il y a des profits à prendre, prenez. Ce qui est pris est pris. On m'a appris ça tout petit, moi. Hein. Voilà, allez, je continue d'avancer. Le coût du minage de Bitcoin dans 198 pays différents. Voilà, je vous ai donné vous aurez le lien, vous verrez ça, vous verrez, parce qu'on en a parlé beaucoup du minage. Hein. Avec le Bitcoin, évidemment que c'est quelque chose de très très important. Je ne vais pas faire un cours sur le minage tout de suite, ni sur le Bitcoin, mais on sait que c'est très important. Et là, c'est intéressant parce que on parle de ça à longueur de temps, parce que quand on fait le bilan sur du minage à un certain moment, le prix du BTC, on l'a bien compris, il est mondial. C'est-à-dire que quand on vous dit il est à 20 000, il est à 100 000, ou il est à 10 000, ou dans le temps à presque zéro, eh bien c'est mondial simplement. Alors que pour créer ce Bitcoin,
par ce système justement de minage, eh bien suivant l'endroit où vous le faites dans le monde, il n'aura pas la même valeur. C'est ça qui est très très intéressant à voir. Donc les entreprises, suivant où elles sont situées, elles vont chuter beaucoup plus rapidement que d'autres. Parce que celui qui fabrique, évidemment, vous l'avez compris, qui fabrique le BTC, le prix de revient d'un BTC, puisqu'il est fabriqué avec du minage, avec tout ça, avec un coût d'électricité, donc il y a un prix à la base, et bien si évidemment ça lui coûte 22 000 et que le BTC vaut 16 000, eh bien il perd de l'argent. Il produit, il perd de l'argent, vous vous rendez compte, hein, et ça, dans les entreprises, ça arrive. En revanche, celui qui la fabrique et que ça lui coûte 3 000, évidemment que lui, il est toujours en gain. Lui, il s'en fout de ce qui se passe actuellement. Et lui, il attend. Et lui, dans ces cas-là, moi, je comprends qu'il ne vende pas ses BTC, qu'il les garde, parce qu'on n'est pas prêt de tomber à 3 000 normalement, vous voyez. Donc lui, de toute façon, il est quand même tranquille. Mais ceux qui ont fabriqué à un coût important à un moment donné, qui sont arrivés sur la vague, des grosses entreprises comme ça, avec des gros investisseurs, etc., ou quelque part ils s'en foutent un petit peu de la technique du Bitcoin, tout ça, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est faire des profits à un moment donné. Ils sont arrivés dans un système où déjà c'était bien avancé, et l'endroit où ils étaient, ça coûtait cher à fabriquer. Donc ils sont rapidement en perte. Et c'est là où je dis, je ne comprends pas que justement ils ne sécurisent pas ça à un moment donné. Hein. On a bien compris. Allez, j'avance. Payer en crypto est encore compliqué, mais Visa prépare une révolution pour le paiement en Ethereum. Voilà des news qu'on a eues donc toute la semaine, là, hein. Des petites news qu'on a eues, c'est bien parce que bon, bah, Visa, ça avance, hein, ça fait partie des systèmes de paiement que tout le monde connaît au monde, donc c'est grandiose. Et maintenant avec Ethereum, ils vont voir pour faire des paiements, des choses qui ne se faisaient pas avant, avec des, comment dire, je vais vous le dire tout de suite, des paiements automatiques. Voilà, cherchez le mot. Hein, avec un système de paiement automatique, bon, ce serait pas mal sur Ethereum. Allez, on va voir, c'est notre système qui avance, donc tout ça, c'est grandiose. Nous ne pouvons être que contents. Alors, d'un autre côté, on a toujours ces histoires de réglementation. Ça, il faut bien y penser. Mais là, on a le gouvernement américain retarde les règles des déclarations fiscales pour les courtiers en crypto-monnaie. Voilà, bon, il y a des lois qui passent, évidemment, hein, qui doivent être appliquées. Et là, ils repoussent un petit peu quelque chose. Hein. Les courtiers en cryptographie doivent se conformer aux lois existantes jusqu'à la publication du règlement final. Il y a un règlement qui devait être appliqué maintenant. Il va être repoussé, devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2023. Voilà, donc vous verrez tout ça. J'ai mis ça pour surtout revenir sur une chose, sur un importante, c'est la réglementation, quoi. Euh, on en parle à longueur de temps. On a, je crois que dans notre système, la chose la plus importante aujourd'hui, c'est quoi? C'est justement chaque pays veut réglementer notre système. On a encore parlé toute la semaine, on en parlera chaque semaine tant que chaque pays n'aura pas réglementé d'une manière officielle justement le monde de la crypto-monnaie. Et c'est très compliqué, vous l'avez compris évidemment, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que chaque pays a sa vision des choses qui est totalement différente, des lois totalement différentes, avec un produit qui se diffuse dans le monde. C'est-à-dire, on essaye de réglementer, et on peut comprendre hein, pourquoi on réglemente, hein, pour éviter les escroqueries, etc. etc. Pourquoi pas, hein, entre guillemets, hein, mais aussi pour brimer quelque chose dont on ne veut pas, hein, y a plein de raisons. Mais la chose qui est difficile à comprendre pour moi et pour beaucoup de gens, je pense, c'est qu'en réalité, comment faire pour réguler en réalité quelque chose qui agit sur le monde entier, qui se veut décentraliser et qui veut être réglementé par des gouvernements, par des banques, par tout un système qui est centralisé. Hein. Un système décentralisé, régulé par un système centralisé, où dans chaque pays a une vision totalement différente de la crypto-monnaie, du bitcoin et du reste. Vous voyez donc la difficulté de ça, hein, la difficulté, on voit bien nous déjà en France avec l'Europe, c'est déjà très compliqué, donc on attend, ça va se faire tout doucement, tout ça, mais on peut comprendre que la tâche est difficile, et en plus on aura dans la régulation, il y a deux camps je pense, hein. Il y aura ceux qui sont pour la pro-crypto, qui sont pour la crypto,
et puis pour tout notre écosystème, hein, pour les blockchains, pour tout le reste financier. Bon, les blockchains peuvent... la blockchain, c'est quelque chose, hein, la crypto-monnaie, c'est encore autre chose, hein, d'accord? Mais c'est lié, on est bien d'accord, hein. C'est lié, hein, mais on peut aussi les séparer, on peut travailler avec séparément. Les blockchains, vous pouvez travailler avec des blockchains, la manière dont ont été conçues les blockchains, etc., sans parler de crypto-monnaie derrière, évidemment, hein. Donc voilà, donc tout ça avance, hein, nous sommes là-dedans. Trump a fait des siennes, là. Il nous a sorti un NFT. Alors, là, je le prends aussi pour parler de la semaine, ce qui s'est passé dans la semaine, mais c'est important aussi de voir ce style, ce genre-là, parce que ce soit Trump ou un autre, hein, il faut vous méfier quand les NFT sortent. Là, ça a été le cas de figure. Bon, ça a été décrié par tout le monde. Beaucoup de gens hein, étaient totalement contre. Résultat des courses, on s'en fout. Il y en a quand même qui sont partis dedans pour simplement des coups de poker, gagner des sous, hein, et puis voilà, hein. Mais il faut bien penser qu'il y a beaucoup de gens qui se font piéger parce que beaucoup de gens voient que quand un produit monte, ils l'achètent une fois qu'il monte parce qu'ils se disent oui, ça y est, donc tout le monde en veut, je vais y aller aussi. Et boum, ça s'effondre, ça repart de l'autre côté. C'est ce qui s'est arrivé aussi avec son NFT à lui, et ça arrive avec beaucoup d'NFT. Vous aurez les liens, je vous lirai tout ça. Donc il faut être prudent, mes amis, hein. À la limite, quand un NFT sort, soit vous l'achetez vraiment à la base, vous êtes champion du monde parce que vous savez les systèmes, vous connaissez tout ça, on vous les apprend, hein, et là vous achetez au plus tôt, et là pas de problème, hein, mais quand il commence à être vendu, qu'il a déjà monté un peu, il faut faire attention. Si c'est quelque chose que vous ne voulez pas revendre tout de suite, bah, attendez, et puis attendez qu'il reprenne un petit chemin courant, vous en aurez toujours en 2-3 jours, puis si vous n'avez pas un que vous avez raté, bah, c'est pas grave, vous en aurez d'autres, parce qu'en règle générale, la plupart des gens là perdent beaucoup d'argent, quoi, hein. NFT, alors, contre les artistes, entre spéculation et droit d'auteur. Alors, c'est compliqué justement tout le temps dans ce monde des NFT. On en parle encore là, et on va en parler pendant longtemps. Il y a ces histoires de droit d'auteur, évidemment. Ces histoires dans le NFT. Ce qui était bien quand le NFT a démarré, les NFT art. Et d'autres NFT, hein, mais bon, le monde de l'art est déjà très vaste. Et on a dit c'est bien parce que grâce aux NFT, l'artiste va continuer, quand il y aura des reventes d'NFT, va continuer à regagner un petit pourcentage d'argent sur son œuvre, sur sa création, hein, mes amis, hein. Eh bien, apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont contre, ils veulent pas, quoi. Ils veulent que le mec s'ensemence, pour moi, une vache à lait, c'est-à-dire qu'il fait une œuvre d'art, et puis il met son œuvre d'art à la vente, et une fois que c'est vendu, il n'a plus aucun droit dessus. Bon, c'est ce qui se passait dans le monde traditionnel, on va dire, hein. Il se passait dans le monde traditionnel, un artiste, normalement, ne travaillait pas pour l'argent. Alors maintenant, il y a un autre système, puisque dans les NFT art, il y a beaucoup de NFT art qui sont de la merde, quoi, carrément, hein. C'est pas de l'art pour moi, hein. On devrait faire d'autres catégories, hein, parce que bon, voilà, il y a vraiment l'art, il y a tout le reste autour. Parce que c'est très spéculatif. Et on s'aperçoit là que le combat, il est tellement spéculatif que les mecs qui font ça pour gagner de l'argent, et ben, ils veulent même pas que le type qui a créé le produit, sur lequel, grâce au type qui l'a produit, eux vont gagner de l'argent en l'achetant, en le revendant, ils veulent même pas que l'autre reprenne une petite commission derrière. Moi, je trouve ça un peu léger. Laissons vivre les gens, hein, surtout les gens qui fabriquent quelque chose, qui construisent quelque chose, qui imaginent quelque chose. Qui sont souvent plus intéressants que la personne qui est simplement là pour investir et gagner des sous. Nous sommes bien d'accord, hein, voilà, donc sans la personne qui crée au départ le NFT art, eh bien, ou la musique, enfin l'art, la musique c'est l'art aussi, excusez-moi, c'est pour ça que je dis l'art c'est très vaste, eh bien celui qui crée ce NFT, c'est un petit peu normal que par la suite, même si ça marche bien, puisque si ça marche bien, c'est que ce qu'il a créé, ça plaît bien, évidemment, hein, qu'il y a du talent, il y a du talent derrière, parce que quand vous faites vous créez un NFT qui sera de la merde parce que vous n'êtes pas un artiste, et ce que vous allez faire, ça tombera dans les oublis dans quelques temps. De toute façon, il n'y aura pas de problème avec les droits d'auteur, il n'y aura pas de problème avec les reversions de pourcentage comme ça, il n'y aura pas de problème puisqu'il n'y aura pas de commerce, vous voyez. Donc les gens qui produisent, qui font quelque chose de très très bien, moi ça me paraît logique de les laisser gagner avec le temps. Voilà, comme d'habitude, je donne mon idée, hein, c'est mon avis, c'est mon idée. Et voilà. Sinon, c'est grâce à ceux qui produisent bien qu'on arrive à gagner de l'argent derrière. Avec l'exposition, ça sent la crypto sapin, le NFT Factory fait un pied de nez à la crise des cryptos. Voilà, je leur fais un coup de pub. Allez voir un petit peu là-bas ce qui se passe. C'est dans Paris pour ceux qui sont à Paris, ceux qui sont
Autre part, quand vous passez à Paris, là c'est jusqu'au 15 janvier 2023, allez faire un tour à la NFT Factory, vous aurez l'adresse, vous avez tout ça. Ça vaut la peine, hein, vous rentrez, vous verrez des jolies choses, vous pourrez poser plein de questions et comprendre un petit peu plus ce qui se passe avec le NFT et voir des œuvres qu'ils présentent qui sont toujours sympas et on s'aperçoit que voilà, c'est extraordinaire. Parce qu'une chose aussi qui m'a un peu choqué dans les NFT, moi je viens de l'art, hein, je suis un homme de l'art et je viens de l'art depuis toujours. Contrairement justement au monde traditionnel, je me suis rendu compte, là c'est une critique que je vais faire, que dans les NFT, justement, les NFT art, en règle générale, on ne parle pas de la qualité de ce qu'on regarde, on parle que du prix. Voilà, ça c'est une petite reproche que je vais faire, contrairement au monde de l'art classique que je connais très 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 bien. Et on parle dans l'art classique, on parle souvent de la vision, de ce qu'on voit, de ce qu'a voulu représenter l'artiste, etc., etc. Et là, dans le NFT, depuis pas mal de temps, je suis plutôt confronté à des gens qui parlent que d'argent. J'entends parler, quand on parle d'un NFT, oui, c'est vendu tant sur tel endroit, tel endroit. Vous voyez, ça devient un truc, voilà, plutôt que de parler de l'œuvre. Hein. Mais c'est ce qui fait la différence, justement, entre une œuvre, quelque chose qui est important, et justement tout ce commerce qui se fait, qui malheureusement n'est fait que pour l'argent. Quoi, hein. Je pense que je délire peut-être là-dessus, mais c'est ce que je pense. Allez, à plus tard, et j'adore les NFT, hein, c'est fabuleux, hein, la technologie NFT, c'est extraordinaire. Voilà mes amis, on aura passé une semaine, donc c'est passé avec quelques petites choses, et puis bientôt on entamera une autre semaine où tous les jours je vais vous faire des vidéos. Si on a un marché hein, qui est plutôt là en une semaine, hein, plutôt rouge, hein, du rouge, du vert, tout ça, mais plutôt rouge. Hein. On a un BTC tout de suite qui est à 16 886, un ETH à 1221. Voilà. Donc on va se retrouver sur d'autres vidéos pour vous parler sur les graphiques, je vous dirai sur les graphiques ce qui s'est passé aussi en une semaine de temps, mais sincèrement cette semaine il ne s'est pas passé grand chose et on va rattaquer aussi toutes les vidéos chaque jour mes amis. À bientôt, pensez à vous abonner à ma chaîne hein, si vous le désirez, comme ça vous me retrouvez à longueur de temps, pensez à cliquer sur le pouce et puis sinon vous êtes les bienvenus, on se retrouve aussi sur Twitch. A plus tard. Merci bien d'être là.